Corse avec le préfet Gilles Clavreul qui s'exprime. Mais vers la commune de Parentis. Ce qui m'a conduit à prendre la décision sur l'avis et le conseil du colonel directeur du SDIS et du colonel de gendarmerie de procéder à l'évacuation de l'agglomération de Parentis, ce qui représente à peu près 8 000 habitants qui viennent s'ajouter aux 23 000 qu'on avait déjà évacués hier. Où est-ce qu'ils sont hébergés actuellement ? Alors, ils sont en cours de départ. L'opération a commencé il y a 3/4 d'heure environ, donc ils sont en cours de départ. Ça veut dire qu'il y a un escadron de gendarmerie mobile qui va frapper aux portes. Alors il y a eu bien sûr des messages qui ont été passés. On avait demandé à la population de se tenir prête, d'avoir un sac à portée de la main, d'avoir les affaires prêtes pour pouvoir partir rapidement. Donc là, l'évacuation est en cours. Plusieurs communes à proximité de Parentis ont offert leur service, des capacités d'hébergement pour celles et ceux des Parentissois qui en auraient besoin. Sont les communes d'Ichoud, de Sainte-Eulalie, de Gast et évidemment la quatrième va m'échapper, mais je vais la retrouver dans un instant. En tout cas, 4 communes qui se sont portées volontaires pour accueillir ceux qui n'ont pas de solution d'hébergement. Parce que bien évidemment, on peut présumer que certains ont des solutions familiales, notamment à proximité, et donc peuvent trouver refuge. Vous parliez de 105 habitations détruites ou partiellement détruites ce matin. Qu'en est-il ? Ce chiffre a-t-il évolué ? Oui, alors ce chiffre a évolué à la marge, mais on est sensiblement dans les mêmes ordres de grandeur. C'est un petit peu plus, on est plutôt à 110, 120, mais attention, les gendarmes ne sont pas allés partout. Ils ne sont pas allés dans les zones de feu considérées comme trop dangereuses. Il ne fallait pas gêner le travail des pompiers. Donc on aura probablement un bilan, je l'espère, quand on aura stabilisé le front sur Biscarrosse, que toutes les parties habitées auront été mises en sécurité. Là, on pourra vraiment savoir ce qu'il en est. Quels sont les moyens engagés ? Alors les moyens engagés, on a plus de 500 sapeurs-pompiers qui sont présents, des renforts qui arrivent. Là, il y a une colonne qui arrive, donc une colonne, on va dire, ça va faire 60 sapeurs-pompiers personnels supplémentaires et puis 16 véhicules. Donc les moyens continuent à arriver, ça c'est pour les moyens terrestres. Il y a évidemment la gendarmerie aussi qui est présente. On avait jusqu'à présent 70 gendarmes départementaux. On a en plus de ça maintenant un escadron de gendarmerie mobile, comme je l'ai dit tout à l'heure, auxquels vont s'ajouter 2 autres escadrons, sensiblement 60 personnels, 60 militaires supplémentaires, donc des moyens très conséquents de sécurisation pour les heures à venir. Et puis, comme vous le savez, il y a les moyens aériens avec des rotations et également des départs en fonction des priorités qui sont définies au plan national pour que le bon appareil soit sur le bon feu, si je puis dire. Et comme vous savez, donc on a plusieurs situations en France, donc il y a des dispatching qui sont opérés par la Direction générale de la sécurité civile, mais enfin qui nous permettent, nous, à date en ce moment, de disposer de 7 moyens aériens, donc qui réalisent des rotations et qui permettent quand même, malgré tout, de contenir un peu la progression des feux. Quelles sont les perspectives pour ce soir, cette nuit ? Alors, les perspectives pour ce soir, là, on va voir notre capacité à tenir et à empêcher le feu de s'avancer sur Parentis. De ne pas lui permettre de regagner du terrain sur l'agglomération de Biscarrosse. Voilà, le combat de la soirée, de la nuit, très vraisemblablement, ça va être celui-là. Et puis que progressivement, on arrive à affaiblir ce feu. Alors l'évolution météo n'est pas très favorable. On a un épisode orageux qui est annoncé pour la soirée. Il devrait y avoir quelques gouttes de pluie, mais pas assez. Et nous, les orages, c'est en cas de risque incendie, c'est pas quelque chose que l'on apprécie parce que ça fait des impacts de foudre au sol. Et la foudre est en fait dans les Landes l'un des principaux motifs de départ de feu. Et c'est une situation un peu atypique d'ailleurs par rapport à d'autres territoires qui sont exposés au risque feu de forêt. On a beaucoup d'épisodes orageux, donc beaucoup de foudre. Et la foudre crée une combustion lente en sous-sol qui ne se révèle pas tout de suite, qui va se révéler dans les heures, parfois dans les jours qui suivent la foudre. Donc la foudre, on n'aime pas trop ça. Et bon, là, évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille avec beaucoup d'attention. Sur les victimes, que ce soit côté population civile ou forces de sécurité, pompiers, gendarmes, on a rien à ce stade ? C'est le point très rassurant quand même et très positif de cet épisode dont on n'est pas sorti, qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de victimes au moment où on se parle, pas de victimes dans la population civile. Du côté des sapeurs-pompiers, il y a eu 5 blessures ou incommodements, mais légers et vraiment
c'est un métier dangereux, donc très courant dans des interventions périlleuses de ce type. Ce bilan humain, il est vraiment très satisfaisant, je tiens à le souligner, parce que il doit rien au hasard, il doit à la réactivité, à la célérité des décisions qui ont été prises, à la qualité de leur mise en œuvre par la gendarmerie, par les pompiers, par les services municipaux. Hier, on a décidé l'évacuation de quartier de Biscarrosse à 8h12. Quelques minutes plus tard, ça commençait à se mettre en œuvre et moins d'une heure plus tard, c'était fait. Donc grâce à ça, et ceux qui ont été évacués hier ont vu les flammes de très près. Grâce à ça, on a certainement sauvé des vies. Donc ça, c'est le plus important. On a mis la priorité absolue à la protection des populations. Vous avez parlé ce matin d'un marathon, c'est un marathon qui se poursuit, c'est Oui, ça va même s'apparenter à un trail. Donc on est vraiment dans la gestion d'un effort de temps long. Nous et nos camarades et collègues de la Gironde qui subissent une situation dramatique aussi, sans doute pire que la nôtre, plus difficile encore à juguler. Mais voilà, on fait face à ces situations-là avec énormément de détermination. Moi, vraiment, je tiens à saluer l'engagement énorme des hommes du feu et des femmes du feu, l'engagement de la gendarmerie, l'engagement des équipes, et puis des bénévoles aussi, et puis des particuliers ou des entreprises qui viennent offrir leur aide. Là, il y a de la nourriture qui est arrivée pour que les soldats du feu puissent se restaurer. Il y a des entreprises de construction ou de matériel agricole qui viennent pour dire est-ce qu'on ne peut pas vous aider à terrasser pour limiter la progression du feu. Donc il y a une vraie solidarité collective qui s'exerce aussi et une unité qui se crée, une union sacrée qui se crée dans la lutte contre l'incendie. Et au-delà des maisons, quelle est l'ampleur des dégâts matériels? On a vu de nombreux entrepôts brûlés. Est-ce qu'il y a des campings qui ont aussi été touchés ou pas encore? Alors, pas à ma connaissance. Peut-être marginalement, je réserve le point. En tout cas, oui, il y a des dégâts. Mais je vous dis, on n'a pas fait l'inventaire encore complet. Chaque chose en son temps, c'est pas la priorité du moment. Dernière question. Une idée sur la durée encore de cet incendie? On a bien compris que c'était compliqué à le circonscrire, ça dépend beaucoup des vents, mais est-ce que vous avez une marge optimiste ou Alors, très pessimiste? Moi j'écoute les hommes de l'art, les professionnels du feu, et ce matin le colonel Fabre disait un pompier ne s'engage jamais sur la durée de résolution d'un feu. Donc je m'en tiendrai à son avis que je crois sage. On est très déterminés, mais on est lucide aussi, on a une situation vraiment difficile en face de nous. Merci à vous tous, merci beaucoup. Voilà, c'était le point très précis du préfet des Landes, Gilles Clavreul, je le disais hors antenne, il est précis, clair. Il est sans langue de bois. Sans langue de bois, Sarah Salman. Non, mais c'est vrai, il fait des points très précis, très réguliers. Oui, mais c'est très appréciable parce que souvent on a des personnes qui répondent pas vraiment aux questions ou à côté de façon volontaire ou involontaire. Là, c'est précis et une fois qu'il a parlé, on sait. On sait, on comprend et c'est important de le souligner. On est d'accord là-dessus, Fabrice Hakoun. La priorité, évidemment, eh bien, c'est le point positif, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Je n'oublie pas évidemment les deux sapeurs-pompiers qui ont trouvé la mort mardi, mais c'est pas sur cet incendie-là, mais on ne les oublie pas. Mais pour le moment, sur ce qui se passe et la situation en Gironde, il n'y a pas de victimes. Et ça, c'est le point positif. Il n'y a ni mort, ni même blessés, je crois, parmi la population. Exactement. Il y a 5 blessés du côté des pompiers. Ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel et qui mérite d'être souligné en dehors de toute polémique. On va retrouver nos équipes qui nous font vivre cet incendie au plus près, justement, avec les soldats du feu. Clément Lopez et Timothée Forger. Bonsoir Clément. Vous vous trouvez où précisément? Racontez-nous. Écoutez Thierry, on se trouve dans la commune de Lège-Cap-Ferré, dans le quartier même où hier soir, les flammes étaient en proie aux maisons, où les maisons ont complètement brûlé. Ici, ce quartier, cette ville a complètement été évacuée. Et vous le voyez, ici, de la fumée, une ville complètement vide, personne dans les rues forcément. Et dans ce quartier, toutes les maisons ont pratiquement brûlé. On va vous en montrer une sur les images de Timothée Forger, où on voit exactement ce toit et cette maison complètement partie en fumée. Nous étions présents hier soir devant cette maison lorsqu'une bonbonne de gaz a littéralement explosé. Ça a explosé, ça a même blessé un des pompiers qui souffre d'une fracture ouverte à la cheville. Pour vous faire un petit rappel des faits sur le feu en Gironde, il progresse encore, il progresse avec 12 500 hectares parcourus. Pour que vous compreniez bien, 12 500 hectares, ça correspond à la surface entière
de Paris. Imaginez-vous bien toute cette forêt, toutes ces maisons qui ont brûlé représentent la surface entière de Paris. Et au total, sur l'incendie, ce sont 53 maisons qui sont parties en fumée et un camping. Merci pour ce point très précis, Clément Lopez, avec Timothée Forget depuis Lège, Cap-Ferré. Et n'hésitez pas à revenir vers nous en fonction de l'évolution de la situation. Nous sommes avec Guillaume Millet, pompier, secrétaire fédéral CFDT du SDIS de la Gironde. Bonsoir Guillaume Millet. Quel est le point sur la situation? Quelles sont les dernières informations en votre possession, Guillaume Millet? Bonsoir. Le point sur la situation, c'est celui que vous venez de faire. Je ne vais pas paraphraser vos équipes sur place. Le point, il est juste dramatique. On est clairement à courir derrière ce feu qui part dans toutes les directions. Il se développe au nord, il se développe au sud-est, il se développe au sud-ouest, il se développe vers l'est. C'est un feu qui est complètement erratique, qui fait ce qu'il veut, qui est imprévisible et nos équipes sur place font tout ce qu'ils peuvent, mais on passe plus de temps à lui courir derrière qu'à réellement réussir à le stopper. C'est une situation incroyable qui se produit en Gironde, Guillaume Millet, hein, avec une telle puissance. Et ce feu, évidemment, qui semble jouer avec vous, et on le comprend aisément, et avec en plus une météo qui n'est guère favorable. Oui, c'est un feu d'une incroyable vigueur. On aurait pu se dire que c'était la même chose qu'en 2022, mais on se rend bien compte au fil du temps qui passe qu'il est encore beaucoup plus violent. Et en plus de ça, il y a une interface périurbaine qui fait qu'il y a beaucoup plus de maisons à essayer de sauvegarder que sur les Landes d'Iras, par exemple, où c'est un milieu très, très forestier. Là, maintenant, nos équipes sur place font le maximum pour essayer de préserver les entrées de villages. Et après, dans la forêt, ils galopent au gré du vent et de cette force qui se génère lui-même. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les heures à venir, Guillaume Millet? Les conditions météorologiques. Conditions météorologiques avec les nuits qui sont pas beaucoup plus fraîches, des nuits qui n'apportent pas son lot d'humidité escomptée. Là, ils annonçaient peut-être éventuellement des orages pour la nuit ou le week-end. Il semblerait quand même que ce soit qu'on se dirige plus vers des orages secs que réellement des orages apportant de la pluie. Donc, si en plus de ça, on a des impacts de foudre qui viennent s'ajouter à tout ça, on sera clairement... Il ne faut pas qu'il y ait un gros feu qui puisse démarrer ailleurs parce qu'on sera clairement en rupture capacitaire. Et ce que disait le préfet des Landes qu'on a écouté sur ce point presse, effectivement, il a évoqué également les orages qui peuvent être une source d'inquiétude. Oui, ça, il a complètement raison. Les orages, s'ils sont secs, il n'y a pas de pluie qui les accompagne. Ce sont des impacts de foudre qui tombent au milieu du massif. Et 1 ou 2 jours plus tard, le feu qui s'est enterré dans le sous-bois ressurgit au gré du vent et génère de nouveaux départs de feu. Merci beaucoup Guillaume Millet. Je rappelle que vous êtes pompier et secrétaire fédéral CFDT SDIS de la Gironde. Merci pour votre témoignage et ces informations, et on mesure ô combien évidemment l'inquiétude pour les heures qui viennent. C'est pas simple, Bernard Cohen-Haddad. On le voit bien, et on le voit avec nos équipes, avec ces flammes et ce feu un peu fou qui joue avec les sapeurs-pompiers, les soldats du feu. C'est compliqué. Il y a 2 maîtres des horloges, Thierry, ça a été rappelé par les intervenants, les sinistrés et le préfet, c'est à la fois le feu et le vent. Donc ce sont eux aujourd'hui qui dictent un peu les opérations, la capacité des forces d'intervention à aller sur le terrain. Avec cette incertitude, c'est à la fois le vent qui se lève, des orages secs, une foudre qui tombe et qui peut réalimenter un certain nombre d'endroits qui avaient été jusqu'à présent sécurisés. Donc c'est extrêmement instable et ça a été dit par tous sur le plateau tout à l'heure. On comprend et on mesure l'extrême dignité
des sinistrés dans une période où, avant tout, il faut protéger sa famille et après ses biens. Et c'est à la fois une catastrophe économique, une catastrophe écologique. Et on l'a vu avec les images étonnantes qu'Audrey Berthaud nous a montrées tout à l'heure. Ces nuages de particules, de fumée qui charrient avec elles aussi beaucoup de particules désagréables. Et donc, il faut aussi se protéger, il faut dire. Et on voit bien que l'ensemble des régions sont impactées autour de ces grands lieux sinistrés. Donc, le bandeau tout à l'heure était très fort. Les deux ogres qui aujourd'hui sont là sur ces régions. Et beaucoup de solidarité, beaucoup de dignité et aussi beaucoup de soutien de toute la France est nécessaire. Avant de revenir en Gironde, je vous propose de faire un petit pas du côté du Var. Évidemment, on a une équipe qui est mobilisée aussi là-bas. Régine Delfour et Florian Doré. Régine, quel est le point très précis au moment où on se parle ? Cotignac, juste derrière moi, il y a le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce et vous allez le voir sur les images de Florian Doré. En fait, les flammes sont arrivées jusqu'ici. Alors les pompiers, les sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours, puisque nous sommes au 4e jour de l'incendie ici dans le Var, continuent de noyer donc les lisières et puis surtout ces fumerolles, puisqu'hier il y a eu beaucoup de reprises de feu, notamment en raison du Mistral, d'une température très élevée aussi, d'un taux d'humidité qui était très bas. Aujourd'hui, les conditions météorologiques sont beaucoup plus favorables, mais évidemment, il y a toujours cette prudence qui est de mise. Et puis, je vous rappelle que près de 960 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés ici dans le Var. Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Florian Doré depuis le Var. On voit que la situation, c'est un peu, encore une fois, j'utilise le conditionnel, mais la situation s'est un peu améliorée dans le Var et on a vu que les moyens étaient davantage déployés et on le comprend aisément du côté de la Gironde. Fabrice Hakoun. Oui, et puis on en parle. C'est vrai qu'on en parle un peu moins parce que je crois que c'est un territoire malheureusement qui est un peu plus habitué à ces événements. Moi, j'ai toujours passé mes vacances dans cet endroit depuis mon plus jeune âge, et je me souviens qu'on pouvait jamais traverser la vallée des morts. Je ne sais pas si vous voyez cette vallée. En fait, voilà, le massif des morts qui était systématiquement, quand on arrivait, il y avait la route était coupée au niveau, c'était au niveau des arcs, ou enfin d'un coin comme ça. À chaque fois, c'était coupé. Donc c'est vrai que c'est malheureusement une région qui est un peu plus habituée, et ce qui prouve que c'est en train de s'étendre. C'est-à-dire que ces phénomènes sont en train de s'étendre dans l'ensemble du territoire. On a vu avec Fontainebleau. Et la vraie inquiétude, on parlait de catastrophe écologique. C'est une catastrophe écologique aussi parce qu'on est pris dans un effet ciseau entre, d'un côté, une forêt qui disparaît, alors que c'est le principal puits de carbone avec la mer. Vous savez, il y a 2 grands puits de carbone qui capturent le carbone, et en plus qui dégagent énormément de gaz carbonique qu'on va avoir du mal à évacuer puisque la forêt a disparu. Donc il va falloir se poser la question. On parlait de solidarité immédiate. On est souvent très fort pour agir dans l'urgence. La question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Le jour d'après va être très très important. On n'en parle pas maintenant, mais le jour d'après va être essentiel. Priorité au témoignage. Nous étions avec le maire d'Andernos, avec le maire de Biganos. On va être avec le maire d'Arès ce soir sur Europe 1 et sur CNews, Xavier Danet. Bonsoir Xavier Danet. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et sur Europe 1. Quelle est la situation chez vous dans votre commune au moment où on se parle ? Bonsoir, effectivement la situation, on peut dire, est préoccupante pour le moins. J'ai connu des incendies, chaque année je connais des petits incendies, 2022 un incendie beaucoup plus grand, mais jamais de mémoire depuis des décennies nous avons connu une telle tragédie. Aujourd'hui les flammes sont effectivement aux portes de la zone urbanisée. Ma commune, 4800 hectares, 4000 en forêt, donc une grosse partie sylvicole. Cette partie sylvicole aujourd'hui souffre, pour pas dire est en train de souffrir de façon tragique. Oui, on voit aujourd'hui beaucoup de fumée étouffante, mais au-delà de ça, ce ne sont plus des fumées, ce sont des flammes qui viennent lécher les premiers bâtiments de notre zone d'activité et qui nous inquiètent profondément. On a un rempart. Le seul rempart, c'est la départementale 106. Au moment où ce rempart ne tiendra plus, mais je compte sur les forces de l'ordre et sur les sapeurs-pompiers pour éviter que ces flammes traversent la D106, parce qu'effectivement, après, c'est la zone urbaine qui est de suite là. Et donc, oui, on a évacué la totalité de notre commune.
C'est normal, puisque aujourd'hui le danger était prégnant et Madame la préfète et Monsieur le contrôleur général du SDIS ont eu raison, effectivement, d'ordonner cette évacuation totale de la population arrésienne. Ça touche combien de personnes, Xavier Danet, dans votre commune, avec les habitants et les vacanciers? Ça touche combien de personnes qu'on comprenne et qu'on mesure? Nous avons un triple facteur, je dirais. Nous avons nos habitants, 6700 habitants. Nous avons la partie des vacanciers, vous le disiez à juste titre. On arrive en tout 18 000, 20 000 personnes. Mais au-delà de ça, on a aussi un hôpital. On a aussi un hôpital privé. C'est le seul hôpital privé du Nord-Bassin. Et ce qui fait cette particularité qui inquiète effectivement, qui nous a inquiétés jusqu'à maintenant, il est quasiment évacué et on peut être soulagé du travail et féliciter le travail qui a été effectué par l'ARS, par le service bien sûr de l'hôpital privé qui était présent, qui était là avec les services de sanitaires pour l'évacuation, permettre l'évacuation de pathologies diverses et sur des lieux effectivement qui pouvaient accueillir ces pathologies diverses, donc sur des lieux divers. Xavier Danet, il y a un mot qui me vient à la bouche et qui est récurrent, c'est le mot solidarité. Et ça, c'est important. Une solidarité d'abord entre vous, élus, et puis entre les habitants. Il y a beaucoup d'entraide et ça, c'est important. Et tout se passe, et vous me le confirmez, je suppose, dans le calme, tout semble parfaitement bien organisé. Et c'est tellement, tellement important dans de telles circonstances. C'est tellement important et c'est tellement beau. Je dirais c'est tellement beau. Oui, on sait qu'on est dans un monde aigri, mais dans ces moments si difficiles, oui, on oublie tous nos étiquettes politiques, on oublie tous nos ambitions. On n'a qu'une volonté, c'est d'agir pour la population, c'est de sauver notre population. C'est ce que l'on fait, nous, élus, tous les jours. Et en plus, quand la population, j'ai pas eu un message aujourd'hui, chaque fois que je suis devant une caméra, que quelqu'un passe à côté, c'est bravo, félicitations, monsieur le maire. Et ça, je peux vous assurer, ça fait chaud au cœur. Mais comment ne pas faire autrement quand on voit la solidarité qu'il y a envers les forces de l'ordre et envers ces soldats du feu. Mais ça, je dirais, c'est logique. Ces femmes, ces hommes qui viennent nous aider à combattre ces flammes, c'est vraiment un combat. Ce sont vraiment des guerriers pour défendre la paix, pour défendre l'amour, pour défendre la nature. Et ça, on est obligé, effectivement, et je comprends notre population qui ouvre son cœur. Xavier Danet, je pose la question à tous les élus que je reçois. Profitez-en, vous êtes en direct sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que vous avez un message à divulguer pour ceux qui regardent CNews et qui écoutent Europe 1 ? Moi, le message que j'ai, c'est qu'on est dans le plus beau territoire, bien évidemment, à Arès. Mais j'ai avant tout un message pour mes Arrésiennes et mes Arrésiens qui sont expatriés. J'essaierai de faire le tour de l'ensemble des centres qui les ont accueillis. D'abord pour remercier, bien sûr, les gens qui les ont accueillis, mais au-delà de ça, pour leur donner toute ma solidarité, toute ma compassion et voir comment je peux les aider. Oui, c'est ça aussi le rôle d'un élu, c'est d'aller les voir, de se mettre à leur service et je le ferai bien volontiers dès que j'en aurai l'occasion. Aujourd'hui, je gère l'urgence, j'accompagne les forces de l'ordre, j'accompagne les pompiers, mais dès demain, dès que je le peux, je serai avec vous, chers Arrésiennes et chers Arrésiens. Croyez-moi que c'est pour vous que la ville agit. Merci pour ce témoignage, Xavier Danet, un élu engagé, le maire d'Arès. Bernard Cohen-Haddad. Oui, je voulais juste un petit mot pour dire qu'il faudra que cette solidarité ne s'arrête pas à l'extinction des feux et qu'elle se manifeste rapidement tant au niveau de l'État que des services d'assurance pour que et en tous les cas rapidement les fonds nécessaires soit pour se reloger, soit pour engager des travaux, soit tout simplement pour remplacer un véhicule qui a été détruit. Aujourd'hui, on est dans un moment suspendu où nous sommes tous dans la compassion, dans l'entraide. Il faut que cette entraide aussi se manifeste demain. Dès septembre, c'est la rentrée scolaire. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont perdu leur outil de travail. Il y a un certain nombre de riverains, voire je veux dire de citoyens qui ont perdu leur maison, leur véhicule. Certains vont perdre aussi leur emploi. Donc cette solidarité, cette dignité que l'on a aujourd'hui, elle doit se manifester demain par un élan de la part de l'État, des communes. Mais les communes, c'est difficile, en tout cas des régions, pour pouvoir aider ces populations, tant salariés qu'entrepreneurs. Et je pense surtout aux indépendants, nos amis commerçants, artisans. Qui vont payer
petits entrepreneurs, tous ceux qui ont aussi une saison qui va être sinistrée. Allez, on marque une pause. Merci beaucoup Bernard Conadan. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews avec d'autres témoignages. On sera notamment avec Sophie Davant qui a été évacuée cette nuit du Cap Ferret. Elle va tout nous raconter. News. Toutes nos équipes sont mobilisées partout. Nous sommes en Gironde, nous sommes dans le Var et évidemment avec ces images, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, ces images de fumée, ces soldats du feu qui continuent de combattre ce feu, qui joue avec eux et les conditions météo ne sont guère favorables évidemment. On fera un point avec un météorologue dans quelques instants. Je vous propose d'écouter le préfet des Landes puisqu'on a appris qu'il y avait une évacuation de 8000 habitants en cours à Parentis et le préfet des Landes faisait référence justement à cette évacuation. Je vous propose de l'écouter. Depuis 1 heure ou 2, avec, vous le sentez, la reprise des vents, avec la chaleur qui s'est accumulée dans la journée, le feu redevient virulent, à la fois au nord, donc sur la zone Biscarrosse-Ville, le nord de Biscarrosse, donc on a beaucoup d'interventions à ce niveau-là, mais aussi et surtout, et ce qui nous préoccupait depuis le début de la journée, ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire le vent qui change de sens, qui était un vent d'est et qui passe vent d'ouest, sud-ouest, disons, et qui pousse cette fois-ci les flammes non plus vers Biscarrosse comme hier, mais vers la commune de Parentis. Ce qui m'a conduit à prendre la décision sur l'avis et le conseil du colonel directeur du SDIS et du colonel de gendarmerie de procéder à l'évacuation de l'agglomération de Parentis, ce qui représente à peu près 8000 habitants qui viennent s'ajouter aux 23 000 qu'on avait déjà évacués hier. Les personnes évacuées, vous les connaissez évidemment, puisqu'elles participent souvent à nos émissions. C'est notre consoeur Françoise Laborde qui était au Cap Ferret. Elle était mon invitée dans le cadre de Billy News. Je vous propose d'écouter son témoignage, comment les choses se sont déroulées. Françoise Laborde. On dormait benoîtement, si je puis dire. Et à 2 heures du matin, drelin, alerte, il faut évacuer. Alors, on était un peu saisis parce qu'on s'y attendait pas trop. Hier, on voyait bien que le feu était très virulent du côté du bourg. Mais cette nuit, le vent était très fort, vent du nord, donc qui a poussé les feux, en effet, à la fois vers l'est et vers le nord. Et petit à petit, on a compris que, surtout quand on a été réveillé au milieu de la nuit, que les forces de pompiers n'avaient pas envie d'avoir... D'abord, voulaient nous mettre à l'abri. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur cette presqu'île. Il y a une seule route. Et donc, c'est compliqué d'imaginer qu'il y a des gens qui sont en vacances, qui vont faire leurs courses et qui rentrent chez eux et qui compliquent le jeu. Oui, témoignage donc de notre consoeur que nous saluons, Françoise Laborde. Et c'est vrai que la particularité, pour ceux qui connaissent bien le Cap Ferret, c'est qu'il n'y a pas 50 000 routes, évidemment, et qu'en termes d'évacuation, c'est pas simple. Ça a été évoqué, Thierry, tout à l'heure, par le maire d'Andernos, qui dit que effectivement, un problème de déprogrammation ou de reprogrammation ou une mésentente sur la programmation des départs peut créer rapidement, en tout cas, un embouteillage. Ceci étant, il faut rendre hommage aussi aux forces de l'ordre. Moi, il m'est arrivé, et je l'évoquais avec Patrice hors antenne, à me retrouver dans un bâtiment lors d'un incendie à 2 heures du matin. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour y croire déjà, et puis surtout, il faut faire confiance aux pompiers, aux forces de l'ordre, parce que ce sont eux nos guides dans cette période-là. Et donc, ce que dit Françoise est extrêmement juste. C'est grâce à l'intervention, à la lucidité, aussi de l'organisation, parce que tout ça est bien planifié. On ne fait pas ça comme ça. Il y a des procédures, il y a des processus, il y a aussi des horaires à respecter. C'est grâce à eux qu'on limite les dégâts. Je rappelle tout à l'heure ce que disait la préfète, 2000 maisons sauvées quand même, donc on voit que beaucoup de choses ont été faites. Alors justement, on va revivre ces évacuations et c'est un sujet de Kylian Salé. Je vous propose de l'écouter. À bord de ces navettes, de nombreux habitants et vacanciers ont évacué du Cap Ferret. 35 000 personnes ont fui par la route ou par la mer. Le feu a déjà parcouru plus de 10 000 hectares, obligeant les vacanciers à interrompre leur séjour. On a reçu l'alerte d'évacuation ce matin à 6 h du matin. Donc sans vraiment savoir comment faire, on a juste pris le bateau directement pour Arcachon. Ça s'est vraiment très bien passé. À quelques kilomètres de là, la commune d'Andernos-les-Bains s'apprête à son tour à évacuer.
La situation est chaotique. Et puis on prépare tout pour évacuer dès que la mairie nous le demandera d'ici quelques heures ou quelques minutes, on ne sait pas encore, parce que le feu progresse très rapidement vers chez nous. Cet incendie est d'une ampleur sans précédent. Des dizaines de maisons ont été brûlées, certaines détruites comme celle-ci. Cette voiture n'a également pas été épargnée. Au sud de la Gironde, dans les Landes, les incendies font également des ravages. Des évacuations extrêmement importantes ont été réalisées. C'est environ 18 000 personnes à Biscarrosse qui ont été évacuées. Et plus au sud, sur la commune de Parentis, préventivement, 5 000 personnes ont été évacuées des campings. Des évacuations qui pourraient se poursuivre. Les conditions météorologiques sont défavorables et le feu continue de progresser. Et je vous propose d'écouter également le témoignage d'Hubert d'Andernos, qui était notre invité, témoignage très fort. Écoutez-le. Ma commune, effectivement, est en train d'être évacuée. Elle était jusqu'à hier hôte de la commune de Lège-Cap-Ferré, qui était elle-même évacuée. Et maintenant, c'est à nous, commune d'Andernos-les-Bains et commune d'Arès, d'être dans la situation de personnes en difficulté et obligées de quitter le territoire. Disons qu'on est actuellement 30 000 sur la commune. Voilà, le maire d'Andernos, qui essaie d'organiser au mieux l'évacuation de sa commune. Et on voit cette forte mobilisation de tous les élus. Et ça, c'est important de le souligner, Fabrice Hakoun. Oui, on voit à quel point... Alors, on dit souvent que la France est un pays un peu suradministré, avec un millefeuille administratif, etc. Bon, là, on voit qu'il y a des moments quand même où cette administration entraînée et compétente est utile. Voilà, il faut le dire, puisque très souvent, on se plaint de ça. C'est vrai. Donc là, on sent qu'au moins, tout fonctionne. Et puis, il y a une coordination assez impressionnante, parce qu'il faut imaginer ce que c'est quand même de coordonner dans une période de crise aussi grave, avec une telle urgence, de coordonner tous ces services de façon aussi fluide. Donc là, je crois qu'on peut se féliciter de ça. Puis on voit qu'il y a une vraie anticipation. D'habitude, quand il y a des drames, on est en réaction. Ouais. On dit et ça toujours, fait du bien dans le climat actuel. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fonctionne, dans des conditions certes très difficiles, mais quand même, les choses ont été réellement anticipées. Il y a un maire qui disait toute étiquette confondue, il n'y a pas d'étiquette qui vaille et tout le monde s'entraide. Thierry, on est dans une catastrophe sans précédent et je veux revenir aussi pour nos amis qui nous regardent, qui ont de la famille sinistrée. Il n'y aura pas d'arrêté de catastrophe naturelle parce que c'est les contrats d'assurance simples, donc c'est la garantie incendie. Et puis ça a été rappelé tout à l'heure par le maire d'Arès et d'Andernos. Beaucoup de communes ont envoyé vers d'autres communes un certain nombre de sinistrés. Donc on a des communes qui sont surpeuplées et à un moment donné, elles doivent elles-mêmes prendre, des mesures pour pouvoir déloger ceux qui sont venus chez elles pour s'abriter. Donc on voit bien qu'on est en période de difficulté. Néanmoins, ça a été rappelé par Sarah et par Fabrice, l'organisation administrative et les plans incendie qui sont actuellement mis en place sont des plans qui sont très éprouvés. Ceci étant, ça reste quand même une catastrophe hors norme et c'est pour ça qu'aussi il y a un peu de difficultés, ce qui est tout à fait normal. Mais normalement, l'ensemble de ces procédures sont éprouvées et il faut rendre hommage non seulement aux pompiers professionnels, mais aussi aux pompiers bénévoles. Bien sûr. Et qui ne demandent pas de courage, générosité et d'engagement. Alors, au moment précis dans cette émission, c'est important de parler de la météo, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Nous sommes avec Patrick Marlière, météorologue. Merci Patrick Marlière d'être avec nous. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la principale, quelles sont les conditions météorologiques dans ce secteur très précis? On voyait l'inquiétude des sapeurs-pompiers, de certains élus, et ce feu qui joue avec les soldats du feu, justement. Quelles sont les prévisions, Patrick Marlière? Il y a eu deux craintes, effectivement. C'était d'abord la force des vents pour aujourd'hui. Je regardais les rafales de vent mesurées il y a moins d'une demi-heure. La plus importante a eu lieu à Carcassonne, sur le reste du sud-ouest et près de la Méditerranée. On a eu des rafales autour de 50 km à l'heure pour les plus importantes, donc entre 50 et 60. Ensuite, on craignait les rafales sous les orages. Pour l'instant, les orages sont encore sur l'Atlantique et le nord de l'Espagne. Ils progressent
vers les Pyrénées-Atlantiques et vers la Vendée, la Gironde notamment pour ce soir, mais pas avant. Donc on est dans cette situation de surveillance sur ces secteurs. Mais pour autant, effectivement, ça a été évoqué par un préfet, notamment la crainte, c'était la foudre aussi. Donc on voit bien une activité électrique qui est présente à la fois sur l'Atlantique et sur le nord de l'Espagne, qui va progresser sur la façade aquitaine. Ça, c'est pour ce soir. Et donc là, effectivement, il pourrait y avoir de la foudre et on a vu la crainte, effectivement, cette foudre peut être déclencheur de nouveaux feux de forêt. Donc la surveillance est encore de mise, mais les orages sont moins virulents qu'annoncés. Ça, c'est pour ce soir. De nouveaux orages sont attendus demain, et orages qui s'annoncent aussi parfois assez forts, plus forts qu'aujourd'hui, notamment autour du golfe du Lion, dans le sud-est. C'est vraiment dans le sud-est demain qu'on aura justement dans le Var, l'Hérault, des orages importants qui vont glisser ensuite vers les Alpes-Maritimes. Et ensuite, dans la journée de dimanche, il y aura aussi quelques averses, mais bien moins que prévu. Donc voilà, 2 jours un peu actifs au niveau de la météo sur l'activité orageuse. Ensuite, ça se calme, mais la grande crainte, c'est pas ce qui va se passer ce soir et dans ce week-end, mais pour autant, c'est une nouvelle canicule qui semble s'amorcer à partir de mardi, dès mardi, et qui va s'installer tout au long de la semaine prochaine. On sera entre 30 et 35 degrés au nord, 35 à 40 degrés dans le sud-ouest encore. On n'a pas fini avec cette surveillance canicule et surveillance feu de forêt. Et restez avec nous si vous le voulez bien, Patrick Marlière, parce que vous savez, nous, on a nos équipes mobilisées, les équipes d'Europe 1 et de CNews. Et je reviens vers vous, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. On va retrouver Clément Lopez et Timothée Forget. Où est-ce que vous trouvez, au moment où on se parle, Clément Lopez, toujours du côté de Lège-Cap-Ferré? Racontez-nous. Exactement Thierry, nous sommes toujours sur la commune de Lège-Cap-Ferré qui est, je le rappelle, totalement évacuée. Nous nous trouvons au poste de commandement et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, l'inquiétude est de mise. Pourquoi? Parce que la météo n'est pas favorable pour ces pompiers. Des vents soufflent à plus de 80 km/h. L'hydrométrie est aussi très basse et là, il fait aussi très chaud. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, tout le village est rempli de fumée. Les flammes sont tout autour. Ce sont au total, je vous le répète, 12 000 hectares. 12 000 hectares qui sont partis en fumée. 53 maisons et un camping sont également partis en fumée. La dernière petite information, on devrait avoir de nouvelles informations puisque Madame la préfète devrait parler d'ici peu. Vous avez la précision ou pas du tout, Clément Lopez, sur... il y a un horaire de prévu ou pas? Je ne sais pas si vous avez cette précision ou pas, mais c'est important de le savoir. Bien sûr, on essaie de se faire confirmer l'horaire. 19h circule, mais aucune certitude pour le moment. Écoutez, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous évidemment et je rappelle que vous êtes avec Timothée Forget et vous nous faites vivre au plus près sur CNews et sur Europe 1 l'évolution de ce front ou de ces fronts d'incendie. Patrick Marlière est toujours avec nous, météorologue. Patrick, est-ce qu'il y a un signe d'espoir ce soir pour nos auditeurs et nos téléspectateurs et les habitants de la Gironde qui nous regardent peut-être ou qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un signe d'espoir néanmoins? Malheureusement, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles pour à la fois ce soir et les jours qui viennent. Mais en tout cas pour ce soir, au niveau des vents, ils vont faiblir dans un premier temps. Mais les rafales qui sont attendues sont des rafales qui sont prévues sous les orages dans la soirée. Donc des orages assez importants dans la soirée. Et c'est ces rafales sous les orages qui pourraient dépasser les 80 km/h. Sur le reste de nos régions, c'est-à-dire celles qui sont concernées, de la Gironde jusqu'aux Pyrénées, les rafales ne devraient pas dépasser les 50 à 60. Donc voilà, les rafales à 80, simplement sous le risque orageux attendu dans la soirée. Mais effectivement, pour demain, malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles non plus. Petite accalmie le matin, reprise des orages l'après-midi, assez forts par endroits, notamment autour du golfe du Lion. On attend ça aussi sur les Pyrénées, des orages aussi dans le sud-est. Sur la Gironde, ça devrait se calmer un peu. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est, je vous dis, c'est pas le court terme, parce que là, la situation est maîtrisée, parce que ce qui a perturbé aussi les pompiers, c'est le changement d'orientation des vents. Dans un premier temps, ceci arrivait de la terre, ils venaient du nord-est, et puis ça a basculé autour de la mi-journée, début d'après-midi, ils viennent actuellement du sud-ouest. C'est un peu mieux pour la situation météo, et ça va se maintenir dans cette direction jusqu'à demain. Donc c'est le changement de direction. Alors,
C'est un peu mieux pour les événements associés aux incendies. Pour autant, pour les pompiers, c'est un sacré boxon de surveillance, parce que je peux vous dire qu'on est passé d'un vent qui souffle d'un sens, de l'autre, comment attaquer les zones forestières. C'est très compliqué et je peux vous dire que moi, je suis vraiment très fier de ce qu'ils font. Oui, et il faut les saluer, vous avez raison, mon cher Patrick Mallière. Juste un dernier mot, évidemment, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec cette canicule, et qui dit canicule dit incendie. Alors évidemment, il y avait débat sur ce plateau tout à l'heure avec mes invités, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper tout ça. Il va falloir apprendre à vivre avec ces températures, parce qu'on le sait, quand il y a de la sécheresse, évidemment, il y a plus de risques d'incendie. Et c'est ça l'inquiétude. Oui, c'est ça l'inquiétude, parce que la sécheresse, elle est présente depuis le début du mois de juillet. Je peux vous dire le nombre de départements où il n'est pas trouvé la moindre goutte d'eau depuis le 1er juillet. Et donc, oui, on a eu déjà 3 canicules importantes. La 4e est en train de se pointer pour la semaine prochaine. Et même, je peux vous dire que des vagues de chaleur, quand on regarde les modèles saisonniers, il y en a quasiment jusqu'au mois d'octobre, quasiment. Et donc, on n'est pas quitte cette année 2026. Et je ne vous parle pas non plus du phénomène El Niño qui est attendu pour cette fin d'année et qui va aussi impacter malheureusement le temps sur l'Atlantique et donc l'ouest de l'Europe, à surveiller en tout cas pour cette fin d'année 2026 et 2027. Et oui, aujourd'hui, c'est peut-être, et ça a été le nom cité pas mal de fois, est-ce que c'est l'été le plus frais des années à venir? En tout cas, c'est l'été qui devrait nous alerter tous et nous faire prendre des mesures vraiment pertinentes pour ne pas retomber dans cette situation que l'on connaît aujourd'hui. Merci pour ce point très précis et ces infos. Pas très optimiste, c'est moins qu'on puisse dire. J'aurais voulu vous donner quelques informations positives avec Patrick Mallière, mais météorologue. Merci en tous les cas pour ce point très précis. Je vous l'avais dit tout à l'heure, nous étions avec Françoise Laborde, évacuée cette nuit du Cap Ferré, et nous sommes avec quelqu'un que vous connaissez bien, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent par cœur, et que nous connaissons très bien également sur CNews, c'est Sophie Davant. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, s'il y a une région que vous connaissez bien, puisque vous êtes bordelaise, évidemment, c'est le sud-ouest qui vous est cher, je le sais, ô combien. Et vous faites partie des personnes qui ont été évacuées, comme notre copine Françoise Laborde. Et ça s'est passé cette nuit. Racontez-nous comment les choses se sont produites, Sophie. Françoise Laborde, que j'ai croisée sur le marché du Cap Ferré hier matin d'ailleurs. Écoutez, on a vu avant-hier un point de fumée au fond du bassin d'Arcachon. Hier, ça devenait beaucoup plus large et beaucoup plus présent, sans inquiétude. Et puis cette nuit, à 4h30 du matin, on nous a appelés sur nos téléphones avec un message d'urgence de la part des autorités de la préfecture pour nous demander d'évacuer immédiatement. Je m'étais déjà renseigné quand même hier aux alentours de minuit et demi. J'avais appelé la mairie de Lège-Cap-Ferré. Il m'avait conseillé de partir dès hier soir, mais je trouvais que le feu était quand même bien loin de la pointe de la presqu'île où je me trouvais. Mais bon, à 4h30 ce matin, on n'a pas eu le choix. Donc on est parti au même titre que les autres résidents de la pointe de la presqu'île. On s'est retrouvé dans un bouchon très inquiétant d'ailleurs, parce que je me suis dit qu'on allait traverser la zone de l'incendie. On n'avançait pas, on a mis 2h45 pour faire 10 km, mais tout ça s'est passé dans le calme, sans mouvement de panique, et je trouve que les autorités ont fait ce qu'il fallait, quoi. De manière préventive probablement. La situation s'est débloquée après la zone de l'incendie. Alors là, vous traversez un espace de fumée très gris, avec une odeur de fumée très âcre, des cendres qui tombent partout. Et voilà, on a une pensée, une admiration pour les pompiers qui se battent depuis 3 jours et qui font un boulot remarquable. Donc admiration et remerciements à eux. Et il y a un mot qui me vient à la bouche immédiatement, avec tous les témoignages et tous les élus que j'ai pu interroger dans ces éditions spéciales depuis toute cette journée sur CNews et sur Europe 1, c'est ce mot solidarité qui fait du bien, Sophie, qui fait du bien dans ces circonstances-là. On en a besoin. Hein. Solidarité, moi j'ai fait le tour du bassin d'Arcachon et je suis actuellement à Arcachon chez des amis, et j'ai vu ce matin des bateaux avec des rescapés qui venaient du Cap Ferré en bateau, avec des bateaux mis à disposition par les autorités.
et qui étaient accueillis dans un centre par la mairie d'Arcachon avec un buffet, avec de quoi nourrir, de quoi se restaurer, de quoi se reposer, donc avec des bénévoles qui accueillaient ces rescapés, on va dire, ces réfugiés. Voilà, donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et puis des habitants aussi qui mettent à disposition des pompiers leur aide et leur savoir-faire. On en a besoin là dans ces temps difficiles. Moi, je suis très triste en tant que régionale de l'étape de voir cette forêt partir en fumée. Je pense à la flore endémique, je pense aux espèces animales et puis je pense bien sûr à tous ceux dont les maisons ont été incendiées, dévastées et j'en connais. Et voilà, c'est une immense tristesse de voir cette magnifique région partir en fumée. Je m'adresse à un spécialiste de la météo. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question, Sophie, évidemment. C'est quand même un peu votre domaine, même beaucoup. Ça vous inquiète, hein, ce phénomène? Parce qu'on a rarement, et je connais bien le Sud-Ouest, évidemment, pour avoir vécu aussi à Bordeaux, et je connais bien la région de Cap-Ferret, mais un phénomène de telle ampleur, ça vous inquiète en tant que spécialiste de la météo, évidemment, je le suppose? De telle ampleur et là ce n'est que le début et c'est probablement beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé, ce réchauffement climatique. On en a aujourd'hui, vraiment on en subit aujourd'hui les conséquences et c'est que le début parce que il va y avoir aussi, moi je suis frappée par la température de l'eau sur le bassin d'Arcachon notamment. L'eau est très très chaude donc tout ça, ça va provoquer de l'évaporation, des nuages et de grosses tempêtes, de gros orages probablement très violents aussi. Alors certes, on a besoin d'eau, notamment les pompiers pour éteindre les incendies, mais il faut s'attendre à des phénomènes décuplés de violence. Il va falloir apprendre à vivre avec ce réchauffement climatique, Sophie Davant, et anticiper des mesures, indiscutablement. Et c'est le cours des choses, le cours de la vie, hélas. Hein. J'entendais les spécialistes dire que là, en ce 24 juillet, la végétation est digne d'une fin de mois d'août, quoi. Tellement on manque d'eau et tellement c'est la sécheresse. Et évidemment, ça favorise les feux, les incendies s'embrasent grâce à cette végétation très, très sèche. Voilà, tout ça est très angoissant pour la suite. C'est vrai qu'il va falloir prendre des mesures et puis avoir des attitudes citoyennes, faire attention à ses faits et gestes, ne pas jeter des mégots d'une voiture, peut-être faire ce qu'il faut aussi pour établir des pare-feux dans les forêts, dans les jardins, voilà, pour faciliter le travail éventuel des pompiers. Merci Sophie d'avoir accepté de témoigner sur Europe 1 et sur CNews malgré cette nuit agitée. Hein. Et bravo aux pompiers. Et franchement, je sais que 2 d'entre eux sont décédés dans l'incendie qui s'est produit à l'aéroport de Bordeaux. Et je sais la passion et le cœur qu'ils mettent dans leur boulot et le courage aussi. Donc bravo à eux. Oui, et vous avez raison de le rappeler. Il y a eu un bel hommage hier à Saint-Médard-en-Jalles, une commune que vous connaissez bien. Et le bilan est de 3 morts, évidemment, 2 en Gironde et un 3e pompier avait trouvé la mort aussi. Merci Sophie, je vous souhaite de bonnes vacances malgré tout ça. Hein, et bon courage. Et bon courage. Merci à vous. Merci à vous Sophie. Merci. Voilà, Fabrice Hakoun, témoignage très fort de Sophie Davant, hein, amoureuse, elle est bordelaise. Hein, S'il y a une personne qui connaît bien cette région, elle y a grandi, c'est Sophie Davant. Hein. Et vous remarquez quand même que la plupart des personnes qui sont interviewées parlent d'après, avec cette inquiétude en disant que c'est peut-être que le début. Mais j'espère que, pour le coup, les membres du gouvernement et puis les pouvoirs publics vont s'en rappeler parce que très souvent, au moment des crises, ça a été la même chose avec le Covid et les personnels soignants, on applaudit, on les encense, et puis quelques temps après, c'est oublié, en particulier au moment des discussions budgétaires. Donc, il faudra probablement se rappeler au bon souvenir des pouvoirs publics au moment des discussions budgétaires, parce qu'on rappelle quand même que ce soit les soignants ou les pompiers aujourd'hui, ne sont pas les mieux lotis par notre société. Ouais, et puis c'est vrai que tout de suite, il y a eu cette polémique autour des Canadair que j'évoquais tout à l'heure. Bon, le débat, il faut peut-être élever le débat quand même, Sarah Salman. Hein. Non, c'est quand même... Enfin, oui, vous avez raison, mais c'est quand même un sujet. Après, sur la canicule, on n'est pas du tout au point. Je voyais, on l'a vécu il y a quelques semaines, on n'était pas du tout au point, on était en réaction. Là, sur la canicule, ce serait quand même bien d'être en anticipation. On sait que ça va arriver, ça arrivera dans les années à venir, donc on pourrait quand même... On a largement de quoi anticiper, je crois.
Bernard Cohen-Haddad. Il faudra du temps de toute façon pour organiser une défense efficace avec les moyens du bord, parce que vous le savez, cher Thierry, on est dans un État qui budgétairement n'a plus d'argent et qu'aujourd'hui, la seule richesse que nous avons, c'est le dynamisme, l'engagement des forces contre le feu. Il faut rendre hommage à tous ces fonctionnaires. C'est surtout eux aujourd'hui qui font le boulot. Ils n'hésitent pas à faire des heures supplémentaires qui ne leur seront pas payées. Bien entendu, il faut quand même le reconnaître. C'est un engagement de tous les jours pour eux et pour leurs familles, parce que aussi les familles qui les entourent sont là pour les accompagner. Et bien entendu, moi je pense particulièrement également aux sinistrés qui vont avoir des lendemains très difficiles.